À la une de l'actualité ce soir, la Sonabel et la Sonature épinglées pour gestion irrégulière par la Cour des comptes. La juridiction chargée de juger la régularité des comptes publics vient de remettre son rapport 2016 au président du Faso. Deux autres projets de développement sont également indexés dans ce rapport. Les détails à suivre dans ce journal. Et dans cette édition, la CGTB, chez le médiateur du Faso, elle est allée donner sa lecture de la situation nationale marquée par une fronde sociale sans précédent. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention ses partenaires sociaux, que fera le médiateur du Faso? Interviendra-t-il à désamorcer la bombe sociale? On en parle dans ce journal. Et dans le journal également, des chercheurs de la sous-région en formation sur les tests de vaccins. Ils vont revisiter tous les versants liés à la méthodologie, la conduite des essais, mais aussi les questions éthiques. À terme, c'est le développement de nouveaux vaccins qui est attendu. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso qui reçoit le vice-président éthique de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, en séjour au Burkina, est allé féliciter le gouvernement burkinabé pour la réalisation des progrès économiques dans le pays. Mais avant, Rochmar Christian Kaboré s'est imprégné du dernier rapport de la Cour des comptes. Que contient ce rapport? Explication avec Roger Kam et Christine Koulibaly. Après la conférence de Paris sur le financement du PN2S, ce sont environ 400 millions de dollars, soit 200 milliards de francs CFA, qui ont été mobilisés par la Banque mondiale au profit de projets de développement au Burkina Faso. Et une nouvelle stratégie de partenariat pays 2017-2020 est en cours d'élaboration avec comme domaine prioritaire d'intervention l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les transports. Des perspectives abordées ici avec le président du Faso. Nous sommes sur le point de préparer 3 grands projets dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'enseignement supérieur, pour accompagner également Bagré et d'autres projets pour une enveloppe de 700 millions de dollars supplémentaires qui vont bientôt être mobilisés. Je suis le vice-président pour les questions d'éthique. Je pense que c'est extrêmement important, aussi bien pour notre institution que pour les États, que la problématique de la gouvernance soit au centre, la bonne gouvernance bien entendu, soit au centre de toutes les préoccupations. De la bonne gouvernance, il était également question avec la Cour des comptes venue remettre le rapport public 2016. Un rapport dans lequel la gestion de 2 projets, le projet Initiative Pauvreté Environnement au Burkina, gestion 2012-2013, le projet de renforcement du réseau d'assainissement de la ville de Ouagadougou et de reconstruction d'infrastructures routières, gestion 2010-2015, et celle de 2 sociétés d'État, la Sonabel, gestion 2012-2013, et la Sonature, gestion 2014-2015, ont été passées à la loupe. Un audit qui révèle de nombreuses irrégularités. Les irrégularités portent soit sur les procédures de gestion administrative, ça peut porter sur les procédures de passation des marchés, ça peut passer sur les procédures de gestion comptable. Interrogé sur des malversations présumées de 300 millions de francs CFA au sein de la Cour elle-même, Jean-Émile Somda répond que l'audit fait par la Cour a révélé sur le plan comptable des irrégularités de l'ordre de 56 millions de francs CFA. Il ajoute que la procédure suit son cours et que la Cour communiquera sur la question après toutes les étapes de confrontation et de vérification. Chez le Premier ministre Paul Kabatiba, on discute financement des projets de réinsertion des filles déscolarisées ou non scolarisées avec l'association Kolesmen basée à Dori. Il s'agit d'explorer des sources de financement pour ces projets. Tanga Robert Kafando. La présidente de l'association Kolesmen, Aïssata Amadialo, au Premier ministère, à la recherche de financement pour son projet. Nous avons un dossier de construction d'un centre d'accueil des filles scolarisées, déscolarisées, bannières précocement. On veut construire à Dori sur la tutelle du ministère de l'Éducation. Le Premier ministre, en tout cas, a fait des suggestions pour que le centre puisse voir le jour. Pour le ministre de tutelle, la pertinence du dossier n'est plus à démontrer, mais c'est plutôt le principe de financement qui est en cause. La question qui se pose, c'est comment des fonds publics peuvent être investis au bénéfice d'une association. C'est cette problématique qui est posée.
et la discussion avec le chef du gouvernement a permis de tracer quelques pistes. L'instruction a été donnée au ministère de la Femme de regarder avec ses partenaires pour voir comment accompagner la réalisation du projet. L'instruction a également été donnée au MENA de voir avec les partenaires de l'éducation, parce qu'il s'agit aussi d'éducation et de formation de la jeune fille, quels sont les partenaires qui seraient disponibles à investir dans des infrastructures. Parce que ce que nous savons et la difficulté du projet, c'est que beaucoup de partenaires qui soutiennent l'éducation de la jeune fille ou la problématique du genre de façon globale n'investissent pas dans l'infrastructure. Pour l'essentiel, cette rencontre a permis aux deux parties de se comprendre et d'envisager l'exploration des pistes possibles de financement. Le gouvernement burkinabé et les présidents des conseils de collectivités territoriales sont à Ouagadougou pour discuter transfert de compétences et de ressources de l'État et de mise en œuvre optimale des plans locaux de développement. Le transfert de compétences tarde à se concrétiser véritablement sur le terrain et ils vont donc proposer des solutions. Ali Doubadini, Mounira Kéré. Les membres du gouvernement et les principaux acteurs des collectivités territoriales sont ici réunis. Ils entendent tracer les signaux pour un transfert effectif des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. La première phase de cette politique s'est déroulée en 2006. La troisième est en cours et plus de 175 milliards de francs CFA ont été transférés de 2009 à nos jours. Des efforts certes, mais pas suffisants. Sur les 11 blocs de compétences, il n'y a que 4 qui ont été transférés. Et là encore, dans le fonctionnement de ces 4 blocs-là, nous pensons que le rythme de transfert, le volume de transfert n'est pas suffisant et qu'on doit pouvoir améliorer. Parce qu'il ne s'agit pas donc de transférer les compétences sans transférer les ressources. D'ailleurs, même les collectivités nous disent que le gouvernement a transféré les problèmes, donc sans transférer les moyens nécessaires pour la résolution de ces problèmes. Donc aujourd'hui, c'est un départ nouveau. Un nouveau départ qui doit passer par un diagnostic franc des goulots d'étranglement selon le ministre en charge de l'administration territoriale. Et pour l'atteinte des résultats, un contrat d'objectifs sera signé entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Nous allons prendre les objectifs des plans locaux et nous allons les arrimer ensemble et sortir donc un contrat d'objectifs entre le gouvernement et les collectivités territoriales. À la fin, on peut savoir si le PNDS a prévu qu'il y ait 3000 écoles, on peut savoir, bon, elle est la commune de Matiakwali, c'est combien d'écoles elle a construites donc, pendant donc ces choses. C'est des exemples comme ça. Accompagner les collectivités territoriales à s'administrer librement et à gérer leurs propres affaires est une des priorités du gouvernement selon le ministre Simeon Sawadgou. Et à ce titre, des échanges avec le Premier ministre sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Une rencontre à l'issue de laquelle une feuille de route sera adoptée pour un transfert effectif et efficient des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Et en bref, avant de poursuivre, 24 civils maliens et burkinabés, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie ce jeudi en territoire malien dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, selon plusieurs sources. Le véhicule a quitté ce matin Djibo pour se rendre au marché hebdomadaire de Boni. Le drame s'est produit à quelques kilomètres de cette localité entre Mopti et Gao, dans le centre du Mali. Il y aurait 7 commerçants burkinabés parmi les victimes. Aucun passager n'a survécu. Dans l'actualité, ce soir, le médiateur du Faso discute avec la CGTB, une prise de contact à l'allure de concertation, puisque la délégation des syndicats en a profité de donner sa lecture de la situation nationale avec en toile de fond la fronde sociale. On essaie de comprendre davantage avec Nyarkiteda. Surnommé général dans le monde syndical, Bassol Mambazié et ses lieutenants, sur invitation, sont chez le médiateur du Faso. C'est une rencontre voulue par Sarah Seré-Sérémé pour une prise de contact, mais surtout évoquer avec le collectif CGTB l'actualité brûlante du moment. Grève et sitting par-ci, grogne des élèves et incivisme chronique par-là, l'heure est préoccupante et le médiateur du Faso s'est autosaisi. Nous anticipons sur les situations conflictuelles et nous avons donc pour mission surtout de régler les discordances, les incompréhensions, les différents abus de manière conciliante. Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Mais en attendant d'y revenir, la délégation de la Confédération générale des travailleurs du Burkina s'est voulu claire. Le collectif syndical CGTB tient à la défense ferme des valeurs de démocratie, de liberté, de dignité dans notre pays. Nous sommes tous, quel que soit notre niveau de responsabilité organisationnelle et ou institutionnelle, nous sommes tous de passage. Donc de ce point de vue, dans le cadre de la construction de notre nation, on doit toujours avoir à l'esprit le patriotisme, la vérité, parce que la question du civisme ou de la restauration de l'autorité de l'État, qui sont des éléments tant recommandés ou revendiqués par les autorités, il faut qu'on sache que le peuple nous regarde. La jeunesse nous regarde. Elle ne peut que reproduire ce que nous sommes. Pour Bassolman Bazié, le Burkina Faso revient de très loin et il appartient alors aux différents responsables d'être des guides exemplaires dans la gestion, car pour lui, les vrais terroristes sont dans les administrations et institutions publiques. Dans tous les cas, les deux parties se sont engagées dans la voie du dialogue pour un Burkina de paix dans la convivialité et la fraternité. En économie, le comité d'organisation de la 5e édition du Forum Africalia a été officiellement installé ce matin par le ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. À 28 jours de l'ouverture du grand rendez-vous des hommes d'affaires, ce comité a pour mission de conduire l'organisation matérielle du forum. Mouni Soubega. C'est une cérémonie qui marque l'installation des équipes techniques chargées de l'organisation matérielle de la 5e édition du Forum Africalia, le Forum ouest-africain de développement des entreprises. Leur mission, œuvrer pour le bon déroulement de l'événement. C'est depuis 2010 que Africalia a été créé au niveau de Burkina Faso, qui est piloté également par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et nous pensons que ça a gagné un galon. Et chaque édition, bien sûr, ça nous permet de voir que le secteur privé joue pleinement son rôle. Le Forum Africalia s'adresse aux PME et aux PMI. À cette 5e édition, 400 entreprises issues de 20 pays sont attendues avec à l'affiche plus de 4000 rendez-vous d'affaires. Il y aura des signatures de contrats. Et ce qui est important, ça vient encore compléter ce que le gouvernement a pris comme forte décision. Il s'agit donc de la loi d'orientation de promotion des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Et puis la signature qui est intervenue tout de suite donc le 5 janvier 2018 de la charte. Et cette charte-là donc dispose assez de mesures incitatives pour la promotion et le développement des PME-PMI. Le programme d'Africalia 2018 prévoit des conférences thématiques, des rencontres B2B et des expositions. Il se tient du 21 au 23 février prochain dans la capitale burkinabé. En éducation, il faut bien s'informer sur les filières d'études pour mieux choisir ses profils. Une mauvaise orientation peut donc conduire à l'échec scolaire. Des journées d'orientation sont ouvertes à Ouagadougou depuis le 24 janvier. On en sait avec Maïmouna Traoré. Une mauvaise orientation conduit au regret, à l'abandon et à l'échec scolaire. C'est la conviction de la direction de l'information, de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. C'est pourquoi elle organise ces journées pour mieux informer les apprenants, les aider à faire le bon choix selon leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts. L'information porte sur plusieurs choses. La connaissance de soi d'abord, parce qu'il faut bien se connaître pour pouvoir faire un choix adapté à tes aptitudes, à tes capacités. L'information porte également sur les connaissances des grandes lignes des formations. On dit souvent à certains, tu as échoué parce que tu ne connais rien, mais en réalité, c'est peut-être certainement parce qu'il a fait un mauvais choix en s'orientant là où il n'a pas toutes les aptitudes pour réussir. L'Association pour la promotion de l'orientation scolaire et professionnelle interpelle les parents d'élèves qui souvent influencent négativement le choix de leurs enfants. Nous, en tant que parents, souvent, nous induisons un peu nos enfants en erreur, puisque souvent, c'est nous qui les dirigeons vers des formations. Soit papa veut que je sois banquier, maman veut que je fasse génie minier, et l'enfant qui est au centre, il est un peu perdu parce que c'est pas ce que lui-même il veut faire. Donc il faut qu'on réussisse à avoir un point d'entente
pour que l'élève au finish puisse faire son choix en fonction de ses aptitudes et de ses centres d'intérêt. Ces journées de l'orientation scolaire et professionnelle se tiennent sous le thème « Une orientation scolaire réussie pour une insertion professionnelle épanouie », un cadre de rencontre entre apprenants, responsables d'établissements et professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle. Cette exposition permettra aux apprenants de mieux connaître les filières, les métiers et les exigences du marché de l'emploi. Et puis on parle d'Open Education, une plateforme qui permet aux élèves de télécharger des informations dont ils ont besoin sur leur téléphone portable, un outil qui aide à l'accès à la connaissance. Ismaël Sirima. Tel un conférencier, le coordonnateur de Open Education présente un produit pour booster l'éducation au Burkina. Il s'agit d'une plateforme informatique accessible par ordinateur, sur tablette ou sur téléphone. Ce produit renferme les cours de toutes les matières des classes du CP1 en terminale. Il est riche de plus de 10 000 anciens devoirs et examens. Sa base de données contient aussi plus de 5 000 livres et environ 600 vidéos de professeurs expliquant les matières comme les mathématiques, la biologie et les sciences physiques. Et cette plateforme, on est en mesure donc de l'adapter continuellement. Et on est en mesure aussi de mettre des contenus de cours qui sont adaptés à nos réalités et faire de telle sorte que vraiment l'éducation puisse prendre son envol au niveau donc du Burkina Faso. Grâce à cette plateforme, tout élève à partir d'une connexion Internet peut télécharger ces données sur www.openeducationbf.com. Cependant, dans l'optique de toucher les élèves des zones rurales dépourvues de connexion Internet, Open Education a créé une application qui ne nécessite pas la connexion Internet. Il suffit juste de posséder un téléphone portable muni d'une carte mémoire. C'est vraiment tout le package qui est là sur une carte mémoire. Et comme je l'ai dit, c'est en fait une bibliothèque virtuelle que nous mettons entre les mains de chaque élève et chaque étudiant. Vraiment de façon modique. Et je pense que c'est quelque chose qui est de 5 000 à 15 000, je pense. Pour vraiment, c'est réellement le coût même du matériel que vous payez. Open Education compte aller encore plus loin. La plateforme envisage de s'adapter pour répondre aux besoins des aveugles et malvoyants. Et puis, cette information du ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui porte à la connaissance des populations et usagers du centre hospitalier Yalgado Ouédraogo que le service de maternité gynéco-obstétrique sera fermé momentanément le 29 janvier au 18 février inclus pour désinfection générale. Durant cette période, les usagers, en cas de besoin, sont priés de se présenter dans les autres structures de soins publics de la ville de Ouagadougou où des dispositions sont prises pour leur prise en charge. Cette opération, précise le ministère de la Santé, est nécessaire pour améliorer la qualité des soins. Le ministère qui d'ailleurs sait compter sur la bonne compréhension des populations et s'excuse d'avance pour les éventuels désagréments. Les responsables du projet de formation de chercheurs de la sous-région ouest-africaine tiennent depuis ce mardi à Bobo-Dioulasso une formation au profit des chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, mais aussi du Burkina Faso. Ils vont renforcer durant 4 jours leurs capacités dans le domaine de la recherche, mais surtout des tests vaccins. Ali Traoré. C'est une formation qui vise à renforcer les capacités de recherche de ces acteurs de la santé. Son objectif est également d'insuffler une nouvelle dynamique à ce domaine. Cette formation est initiée dans le cadre du projet EBOVAC 2. C'est une formation en recherche clinique et la recherche clinique, c'est un domaine qui est en train de vraiment se développer en Afrique et le renforcement des capacités ne peut pas aller sans la formation. Les tests de vaccins ont commencé depuis déjà 3 ans. C'est en cours. Ce n'est pas encore terminé, mais ça tend vers la fin. Mais avant cela, ces chercheurs venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso ont 4 jours pour se familiariser avec des notions sur la recherche. Des connaissances qui seront d'une grande utilité pour leurs pays respectifs. C'est une formation spécifique sur la recherche clinique dans le cadre du développement de vaccins.
Et donc l'idée, c'est de voir un peu tous les aspects autour de ça, donc à la fois la méthodologie, de la conduite de ces essais, mais aussi de voir les aspects pratiques pour les investigateurs, les aspects sur les recrutements, les aspects éthiques. Donc tous les versants possibles qui concernent les investigateurs et toutes les personnes qui participent à l'organisation de ce type d'essais cliniques. À l'issue de cette formation, les responsables du projet Ebovac 2 espèrent que ces chercheurs vont mettre ces connaissances en pratique pour développer de nouveaux vaccins. Et parlant de santé toujours, connaissez-vous le lupus? C'est une maladie qui touche en majorité les femmes. Elle s'attaque au système immunitaire et aux cellules de l'organisme et les détruit. Comment éviter le lupus ou comment guérit-on du lupus? La réponse dans ce reportage. Maladie qui attaque en majorité les femmes, le lupus est une pathologie qui se manifeste sous différentes formes. Pas de douleurs articulaires un peu partout le corps, et les articulations et surtout les membres inférieurs qui ne permettent pas souvent de se déplacer comme on peut. Et puis bon, il y a aussi des problèmes de peau. Le lupus atteint fréquemment les femmes. Au moins 90% des patients affectés par cette maladie et les personnes ayant la peau noire. Sa fréquence dans les formations sanitaires reste faible compte tenu de son ignorance par la population générale. Les chiffres officiels qui existent datent de 2014 déjà. C'était une compilation de chiffres sur 5 ans. Et la fréquence du lupus était exactement de 0,6%. Au centre hospitalier universitaire Yaoundé Ouédraogo, service de l'hémodialyse, quelques cas de lupus en lien avec l'atteinte rénale sont fréquemment identifiés. Nous avons très peu de cas de patientes lupiques qui ont une manifestation rénale. Alors, ce que nous avons dénombré dans le service, régulièrement suivis dans le service, soit qui ont été hospitalisés ou qui ont été vus en consultation externe, nous en avons une dizaine. Pour en savoir davantage, rendez-vous ce soir même, juste après ce journal, dans Santé Mag, votre émission consacrée à la santé, avec Maïmouna Dao et ses invités. Santé Mag, c'est donc à 21h sur la RTB. Et puis à l'initiative de l'ONG Mwakanza Action, des représentants de 300 villages de la région du Sahel se sont réunis cette semaine à Dori pour dire non au mariage d'enfants et à l'excision. Avec à leur tête les principaux leaders coutumiers et religieux, ils ont publiquement déclaré l'abandon de ces pratiques considérées comme néfastes à l'enfant et à la femme. Lazare Sano. Des populations des 300 villages de la région du Sahel mobilisées pour l'abandon du mariage d'enfants et de l'excision. Une volonté affirmée à travers cette cérémonie de déclaration publique. À tour de rôle, les adolescents garçons et filles égrènent les méfaits de ces deux pratiques et refusent de continuer d'en être victimes. Je pense que le mariage d'enfants perturbe l'éducation des enfants. L'excision est une pratique que nous devons refuser et le couteau à exciser peut transmettre la personne le sida ou le tétanos. Du côté de leurs parents, des leaders coutumiers et religieux, l'on s'engage à ne plus exciser les filles ni de les donner en mariage avant leur majorité. Une décision qui réjouit les organisateurs de la présente rencontre. Ce que nous avons vu avec la communauté n'est qu'une réponse au message reçu. Donc il y a eu des concertations entre communautés, d'où la prise de décision d'organiser cette cérémonie publique. Nous allons travailler à les aider à maintenir cette décision qu'elles viennent de prendre. Un pas de plus donc sur le long chemin qui mène au changement au regard des indicateurs en la matière. En ce qui concerne le mariage d'enfants, le taux national de prévalence pour le mariage avant 20 ans est de 23% au niveau national. Mais quand nous prenons la région du Sahel, elle est de 47% avant 20 ans, 23% avant 18 ans et autour de 5% avant 15 ans. D'où le bien fondé de cette initiative qui contribuera à lutter contre ces phénomènes.
En musique, un troisième album pour l'artiste musicienne Alice Aditoa, un opus de 8 titres présenté au public ce 20 janvier. Elle y chante le mariage, l'amour, mais aussi la paix et la culture. Quelques notes avec Aruna Mari. Cette mélodie, c'est un extrait de la toute dernière œuvre musicale de l'artiste musicienne Alice Aditoa. La chanson figure sur le maxi Yuyongo qui signifie la chance. Dans ce nouveau maxi, on trouve des chansons comme Way Window ou encore Yara qui parle de la souffrance. Cette voix du Naori s'inspire des rythmes du terroir comme le Djongo. Si tu veux voir nos enfants aujourd'hui, avec notre temps, ce n'est pas la même. Même nos petits et nos enfants là, nos petits frères, toute la vie, moi je vois que c'est carrément changé. C'est pourquoi j'ai présenté cet album, pour faire comprendre aux gens que la vie est tellement changée. Le nouveau maxi de Alice Aditoa parle de paix, d'amour et de la sauvegarde des valeurs culturelles. L'artiste a forgé son art auprès des artistes burkinabés comme Yata Ilebou et Bill Akakora. La jeunesse s'éloigne trop de la tradition et dans son élan, elle invite les gens à pérenniser la tradition et elle invite les aînés à faire une transmission culturelle à la jeunesse. Alice Aditoa a dédicacé son tout premier album en 2014. Pour cette troisième œuvre, elle a été soutenue par le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Polyglotte, Alice Aditoa chante en Ashanti et en Kassena. En sport, fin de parcours pour les étalons locaux de Drissa Saboteur au Maroc. Après son nul d'hier avec le Cameroun, l'équipe du Burkina Faso quitte la compétition. Dabakini. 2 matchs nuls et une défaite. C'est le bilan de la participation des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Malgré ce nul réussi face au Cameroun, les poulains de Malo Drissa Traoré dit Saboteur disent adieu à la compétition. Des matchs pas très à la hauteur, des choix très souvent critiqués, l'encadrement technique n'a pas été quelquefois tendre avec les journalistes tout au long du tournoi. Vous ne connaissez pas le football, monsieur. Vous ne pouvez pas m'enseigner le football. Non, je vous il fait partie des journalistes qui ont toujours été contre l'équipe nationale du Burkina. Et je le connais personnellement. Ils ont toujours lutté contre notre équipe nationale. Je ne regrette rien. C'est moi l'entraîneur, c'est pas vous. Arnaud Bambara, Djibril Ouattara ont été remarquables contre le Cameroun, leur seul match du tournoi. C'est même Wenpanga, Arnaud Bambara, qui se retrouve élu meilleur joueur du match. Comme à leur dernier CHAN, les étalons locaux sont éliminés au premier tour. Le bilan reste mitigé, beaucoup à refaire dans cette équipe. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette compétition, notamment sur le plan de l'organisation du jeu. Et les jeunes qui sont avec nous présentement ont compris la leçon de la haute compétition. Dans ce groupe D, le Congo-Brazzaville termine en tête, suivi de l'Angola. Le Burkina Faso est 3e devant le Cameroun, 4e, les deux éliminés du groupe. Et puis à l'étranger, Afrique, pays de merde, le franc-parler de Donald Trump a eu le mérite de plaire au président ougandais Yoweri Museveni. Une réaction différente des autres chefs d'État africains qui ont été indignés des propos de l'hôte de Washington. Il va à l'encontre de l'indignation ambiante. Le président ougandais Yoweri Museveni, il a récemment salué, et je cite, la franchise des propos de son homologue américain Donald Trump sur les pays de merde. J'aime Trump parce qu'il parle avec franchise. Je ne sais pas s'il a été cité de manière incorrecte ou pas, mais il parle des faiblesses de l'Afrique avec franchise, a déclaré M. Museveni, lui-même habitué aux formules percutantes et controversées devant l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est réunie à Kampala. Les Africains, a poursuivi M. Museveni, doivent résoudre leurs problèmes
On ne peut pas survivre si on est faible. Et c'est la faute des Africains s'ils sont faibles, a ajouté sur Twitter M. Museveni, qui dirige son pays d'une main de fer depuis 1986. Lors d'une réunion avec plusieurs sénateurs dans le bureau ovale le 12 janvier, M. Trump avait utilisé ces termes en référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador, d'après plusieurs médias et un sénateur ayant participé à la réunion. Non, je ne suis pas raciste, je suis la personne la moins raciste que vous ayez interviewée. Tout en avoir été dur, Trump a nié les propos qui lui étaient attribués. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens présentée par Abdourahmane Zongo. Le torchon continue de brûler dans le système éducatif, avis aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Élèves et enseignants, pour des motifs divers, manifestent pour de meilleures conditions d'études et de travail. Téné, à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, souligne les éditions Le Pays. Les étudiants de SEG 1 veulent la tête du chef de département. Je cite, « Nous voulons que Yaya Soulaman démissionne car il a failli à ses obligations », martèle le porte-parole des étudiants. Pendant ce temps, le petit frère du secondaire persiste et signe, je cite, « Nous ne regrettons pas d'avoir mis le drapeau en berne », lâche le représentant des scolaires de Koudougou dans les colonnes de l'Observateur. Aucun regret des élèves renchéris aujourd'hui au Faso. En effet, rappelle le journal, le drapeau du gouvernorat du Centre-Ouest a été mis en berne le 16 janvier dernier par les élèves au motif suivant, je cite, « Nous n'allons pas nous asseoir pour que l'on bafoue notre éducation. Cette mise en berne des couleurs nationales a pour but de manifester notre mécontentement, se justifie-t-il. Le système éducatif burkinabé n'est pas mort, mais est en soins intensifs, il faudra le réveiller et reconstruire, affirme un citoyen dans le journal Le Pays. Lorsque l'Express du Faso, lui, se questionne, mais où sont passés les parents d'élèves? Pour notre confrère de l'Express du Faso, les associations des parents d'élèves doivent forcément intervenir dans la crise éducative, non pas pour soutenir l'un ou l'autre camp, mais en médiateur, afin de dissiper le spectre d'une année blanche catastrophique pour tout le monde. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.